Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile étendu. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale car nous sommes au IN de Munich en Allemagne où se tient le plus grand salon au monde dédié à la hi-fi et on va vous faire découvrir aujourd'hui et demain les toutes dernières nouveautés des constructeurs pour 2024. On est actuellement sur le stand Solen qui est une marque française et plus précisément grenobloise en plus, donc pas très loin de Audiophile étendu. On tenait vraiment à venir vous voir parce que vous avez des produits assez sympas. Donc déjà merci Lionel de nous accueillir sur ton stand. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la genèse de Solen? Alors, je vais baisser le son parce qu'à mon avis, à un moment, on va commencer à trop s'entendre. Solen est une marque qui date de 88, qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Frédéric Gauthier. Et Frédéric Gauthier, dans le début des années 2000, a mis un peu en suspens la marque parce que quand on fait le design, le commercial, la production, la communication, tout ça... Ah, il était tout seul pour... Ils ont été jusqu'à 3, mais ouais. Ça a été très compliqué. Okay. Solen, c'est le Tigre, vendu à plus de 500 exemplaires, 80% Allemagne, Italie, Japon. Le Tigre, c'est quoi? Le Tigre, c'était un des premiers amplis. Je vous invite à aller voir sur la page LinkedIn de Solen, où là, vous verrez c'est quoi le Tigre. C'est un premier ampli qui n'est pas carré, qui est trapézoïdal, qui est avec une préamplification à tube et une amplification à transistor, qui était à l'époque un des premiers, on appelle ça hybride, qui tient le parti des deux technologies, le meilleur parti des deux technologies. Frédéric a arrêté l'activité, a suspendu l'activité Solen un temps et il est reparti au début des années 2010, il est reparti à refaire des nouveaux amplis dont le CV20 ou le CV40 qu'on n'a pas ici parce que le CV40 est un produit un peu d'exception. Ouais. Qu'on espère tester un jour peut-être. Faut qu'on discute. On va discuter. On est à Munich, ils font quoi à Munich? D'accord. Historiquement, on vient de l'électronique. Ici, on a un ampli à tube, le dernier, le CV20. C'est full tube. Tube, ça fait ancien, mais là, toutes les entrées sont modernes. Une entrée USB, une entrée optique, une entrée coax, 2 entrées lignes. Tout ça dans un facteur de forme qui est plutôt restreint. Ouais. On n'est pas sur de la très grosse puissance, on est sur 2 x 20 watts. Mais il y a largement de quoi envoyer du gros. Avec une alimentation. Après, nous, on est électroniciens, on parle en watts électriques. Oui. Et là, du coup, la partie préamplificatrice et la partie puissance, c'est du coup du tube. C'est du tube. Ouais. Exactement. Okay. Parce que souvent, les marques, elles mettent de l'électronique classique pour la préamplification. Et... C'est l'hybride. Voilà. La particularité de ce produit, c'est qu'à l'intérieur, il intègre un DAC avec une puce, je ne me souviens plus de la marque, je crois que c'est un Analog Device, qui est extrêmement répandue, sauf que comme on est électronicien, la puce est utilisée d'une manière non recommandée par le fabricant de composants. Et on a essayé de comprendre pourquoi ce n'était pas recommandé, et on a pallié à faire que ça ne soit pas recommandé à ceux que ce n'est pas recommandé. Donc du coup, c'est safe, enfin sûr, c'est sûr, ultra efficace avec une transformation tension courant qui est très originale, atypique, qui fait que le son est d'une clarté avec des détails assez incroyables. D'accord, donc ça donne vraiment envie de s'y pencher. Mais depuis quelques temps, vous faites pas que des amplis, vous faites aussi d'autres choses. On fait aussi des enceintes. Et des enceintes tout aussi particulières. La première enceinte, c'était le prototype. Qui pourrait être presque vendu comme ça, hein, tellement c'est original. Frédéric a du goût.
Ouais, on fera un petit peu les finitions, mais... On verra pour les finitions, mais effectivement, il n'hésite pas, les couleurs, à crier... Merde, ma chemise. Il n'hésite pas de tester des choses. Donc c'est une enceinte qui est basée sur le brevet déposé, brevet HEL, Unclosed Hybrid Line. Hybrid Unclosed Line. Ça consiste en quoi, du coup? Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire que le son d'une membrane, quand elle vient vers l'avant, c'est facile à faire, c'est ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui vient vers l'arrière, ce qui va à l'arrière? La question c'est toujours la même, on en fait quoi? Certains la mettent dans une boîte, ça s'appelle le bass reflex. Certains la mettent très très loin des murs et mettent des planches extrêmement grandes sur le bord, ça s'appelle un baffle ouvert. Certains mettent des baffles qui replient sur eux-mêmes, ça s'appelle des enceintes repliées ou des quarts d'onde. Okay. Ici on mélange un peu les trois systèmes. Grâce à cette ligne acoustique et un petit trou, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. On montrera après quand tu l'auras. Ouais. Grâce à cette ligne, l'onde arrière, toutes les fréquences passent, sauf ce qui est en deçà de 140 Hz. Ah ouais. En deçà de 140 Hz, ça passe dans la boîte, ça ressort de la boîte, le même principe que le bass reflex. Mais on sélectionne ce qu'on met dans la boîte. Ok. Et ça c'est possible juste en jouant sur la finesse en fait de l'ouverture. La finesse de l'ouverture. Du haut-parleur. Ah non, la finesse, l'espace qu'il y a entre le baffle, le plan et le tube. Okay. Et la ligne acoustique. Ok. Oui, donc c'est une sorte d'accord de l'évent. Exactement. Ouais. Dans la ligne acoustique, il y a un noyau. Bon, le noyau n'est pas dans le brevet. Il y a quelques petites astuces à l'intérieur, on ne peut pas tout dire non plus. Il faut garder un peu de mystère et de secret. Exactement, de mystère et de secret. Ce qui fait que quand on tape sur une peau, comme par exemple sur une grosse caisse, toutes les harmoniques palliées à autour de 120, une centaine d'hertz, toutes les harmoniques de 200, 300, 400, etc., passent dans la ligne et sortent. L'harmonique principale, la 100 Hz, sort à l'avant, sort à l'arrière avec un retard de phase de par la longueur enfin ça arrive en phase, donc c'est amplifié. Donc on n'a pas de son de boîte, on n'a pas de traînage de basse, on a un son qui ressemble plus à un concert live. On a plus être juste à côté de la peau qui se fait taper, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est quand même une belle performance technique parce que la conception de ce genre d'enceinte doit être quand même très compliquée au niveau développement. Alors là, il faudrait en parler avec Fred. Je pense qu'il a passé quelques soirées, quelques nuits, quelques nuits, quelques mois, etc. quelques années peut-être. Donc il a fait ça. On arrive dans une situation où c'est bien, mais ça manque de coffre. Oui, parce que là c'est quand même assez petit. Donc il a développé les Helios qui elles sont avec du ScanSpeak, le même principe, une ligne acoustique, un noyau, exactement le même principe, travaille sur le filtre fait maison, assemblé maison. Donc là avec un espacement peut-être un petit peu plus important parce que le haut-parleur est plus gros. Un espacement plus important, le haut-parleur étant plus gros. Et ça donne un son, vous les écouterez, on vous les prêtera. Oh, ça serait incroyable. Et donc là, on a une finition qui est... donc ça, cette partie-là, c'est du métal. Ça sonne plein. Hein. C'est du métal. C'est fait en MDF, c'est ça? Ouais. Donc comme toutes les enceintes. Oui. C'est pas du plaquage merisier, c'est du brut. Ça, c'est du massif. C'est du massif, ouais. Alors c'est vraiment très très beau. Hein. En termes de finition, c'est... Et la plaque, c'est une plaque en aluminium avec une peinture particulière qui nous donne très peu de reflets en fait. Ouais, alors les gens verront pas, mais c'est un petit peu granulé. Oui. Et du coup, à voir, c'est compliqué. Et donc, du coup, s'il y a la diffraction du tweeter, ça a une influence là-dessus, sur la diffraction du tweeter. La distance ici est importante, Ouais. Ok. Non, c'est pas vraiment fait au hasard, disons. Ouais, bien sûr. Ouais. Et Après, donc là, on a le même système, donc du coup, que sur, exactement sur le prototype. Le même système. Donc les pieds ne sont pas... Les pieds sont faits d'un... Je vous enverrai le QR code pour flasher voilà, c'est ça. de l'ami qui fait ça. Voilà, je lui ai demandé qu'il me fasse des pieds, il me dit c'est quoi
La contrainte, c'est la hauteur et où mettre les trous. Voilà, il m'a dit je fais ce que je veux, vas-y, fais ce que tu veux. Donc je pense que c'est les pieds les plus originaux qu'il y a sur le salon. Et donc on a ici une deuxième paire d'enceintes, une troisième en comptant le prototype. Voilà. Et là, celle-ci, elle est très dense. Et ça, quand on la prend, elle est vraiment lourde. C'est les petites dernières, ce sont les Elia. L'histoire, c'est de dire, on va essayer de faire l'optimum de la taille et de la restitution sonore sur toute la gamme de fréquences. Ouais. Donc tu arrives avec un haut-parleur qui est plus petit que sur On y arrive avec un haut-parleur qui est plus petit, on arrive à avoir forcément, on descend un peu moins dans les graves. Par contre, c'est plus vif. On a une vivacité, on a un rendu sur toute la gamme de fréquences qui est super harmonieuse. Enfin, on est super ravis du résultat qu'on a. Non mais vraiment, et puis là c'est un bloc d'alu quoi. Alors c'est un bloc d'alu, ce sont... non, je vais pas dire les secrets. Non, faut laisser un peu de magie. On va laisser un peu de magie. C'est pas que de l'alu. Ouais. Et donc là, ce sont des enceintes qui sont passives. Passives. Donc il faut y adjoindre un ampli Solène. Ça marche même avec d'autres. Hein. Alors ça marche aussi avec d'autres, et d'ailleurs on testera aussi avec d'autres. J'espère bien. Parce que c'est important de pouvoir faire des comparaisons et tout ça. Est-ce que tu peux nous donner des tarifs, notamment au niveau de ce qu'on a ici présenté? Alors aujourd'hui nous vendons uniquement en France. C'est pour ça qu'on est à ce show pour justement trouver des collaborateurs et pour voir des gens sympathiques et grenoblois. C'est un peu bête de faire 800 km pour aller boire une bière, mais... C'est un peu compliqué, La logistique n'est pas super bien calée. Les enceintes Helios sont des grosses enceintes de bibliothèque. La gamme tarifaire, c'est aux environs de 4 400 €. L'amplificateur CV20, c'est à peu près la même gamme de tarifs. Les enceintes Elia, c'est à peu près dans les 3 000 €. Tout ça, c'est en gros, parce que j'ai pas les prix en tête, je ne fais pas le commerce, je fais plus la technique. Oui, mais ça donne un ordre d'idée. L'ordre d'idée. C'est de l'enceinte, c'est du matériel hi-fi qui n'est pas d'entrée de gamme, mais on n'est pas sur du très haut de gamme, mais on est sur un ratio prix plaisir. Oui. Disons que une paire d'enceintes, un ampli, ça coûte le tiers d'une voiture aujourd'hui, et dans 10 ans, vous l'avez toujours. Oui, bien sûr. Et puis, sachant qu'en plus, les prix, il y a beaucoup de concurrence dans cette gamme de prix. C'est pas élitiste non plus. Non, absolument pas. Mais on cherche à faire ça. Le prix me paraît tout à fait justifié par rapport aux technologies intégrées, parce que mine de rien, il y a beaucoup de techno dedans. Donc, surtout beaucoup de recherche. Nous, quand on va faire une vidéo dessus, il va falloir qu'on fasse de la recherche pour expliquer tout ça. Mais ça promet d'être passionnant. Et dernière chose, ces produits sont fabriqués du coup en France, je suppose. Les produits sont fabriqués en France. On fait les cartes électroniques sont assemblées pour l'instant à Grenoble. C'est un peu nous qui les assemblons à la main, donc c'est un peu. Mais on a déjà des fabricants, enfin des câbleurs, ça s'appelle, qui fabriquent les cartes électroniques. On est déjà en contact avec des gens dans la région grenobloise. L'ébénisterie est faite pour l'instant dans le nord de la France. On cherche à se rapprocher un peu de la région Rhône-Alpes. La tôlerie est faite dans l'est de la France, chez Gravelor, on peut le dire, on peut leur faire de la pub parce que ils sont vraiment très bons. Oui. Et ça, on ne cherche pas forcément à se rapprocher de Grenoble parce qu'on est extrêmement satisfait de leur travail. Oui. Quand on a un bon partenaire, il faut savoir le conserver. Il faut savoir le conserver, tout à fait. Que dire d'autre? L'assemblage est fait dans nos locaux. Donc quasiment tout est fabriqué. Tout est fabriqué ici. Les speakers, oui, ça c'est de la marque SB acoustique, c'est fait en Indonésie. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se permettre de faire nos propres speakers. Et j'espère qu'un jour, vous aurez les moyens de le faire. Par contre, une petite info, petit exclu, pour continuer à teaser, sur le CV40, il y a des transformateurs qui sont bobinés sur notre demande en France. Ah oui. Chez un assez vieux fabricant de transformateurs. Ah oui, donc c'est pas pris sur étagère quoi. On prend pas sur étagère. Ok, d'accord. C'est spécifié. Ouais. Ah oui, donc c'est... Mais le CV40, on en reparlera, on en rediscutera, j'ai l'impression qu'on va souvent se voir. Je pense aussi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à tester chez Solène.
Écoute Lionel, je te remercie beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis sur le stand. On te souhaite une bonne fin de salon. Ça fait que commencer. Très bien. Jusqu'à dimanche, on peut te retrouver yes. Ici. Ici. Ok. 12. Ok, de toute façon, la vidéo normalement sort demain matin. Très bien. Donc voilà, si tu es un atout de personne, c'est tout ce qu'on te souhaite. Très bien. Avec la vidéo qu'on a fait. Et finalement, la bière, on a dit que c'était à quelle heure? Alors ça, on va couper la caméra, on va en discuter après. Est-ce que tu n'invites pas Tony en fait? Non. Ah, on est à présent sur le stand de Cartesian avec Clément. Bonjour. Clément, merci de nous accueillir. Merci à vous. Donc tu es une société française. Tout à fait. Et vous fabriquez, si je ne dis pas de bêtises, des haut-parleurs. C'est ça, on développe et on produit des haut-parleurs en France, à côté de Strasbourg, à Elkirch. Et donc on intègre tous les cœurs de métier, depuis l'ingénierie, le prototypage et la production. Donc tout est fait de A à Z par l'entreprise. Tout à fait. Et ces haut-parleurs-là, ils se destinent à qui? Alors nous, notre cœur de métier, c'est de faire des haut-parleurs spécifiques pour des grandes marques de hi-fi, Monitoring Studio et Audio Pro en courte portée. Donc d'abord, ça se désigne à des marques qui vont utiliser les produits souvent dans des versions très spécifiques, exclusives, qu'on ne peut pas reconnaître. Oui. Et on a, il y a quelques années, créé une gamme de produits qui est distribuée chez tous les haut-parleurs. Et maintenant, on a créé encore une nouvelle gamme de produits qui intègre toutes nos innovations, qui est la gamme VKI, c'est ce qu'on voit ici. Et qu'on distribue en direct. Ça viendra un petit peu plus tard chez tous les haut-parleurs. Et là, les passionnés peuvent y avoir accès. Donc, voilà. Le client grand public peut acheter ce genre de produit. Tout à fait, oui. Ok. Moi, la première chose qui m'a frappé en voyant ce haut-parleur, c'est la taille de la bobine. Ah oui. Pourquoi une taille aussi importante sur une bobine? Alors, il y a beaucoup de raisons qui justifient une taille aussi grande. Alors, le haut-parleur fait 18 cm et demi et la bobine fait 8 cm. Donc effectivement, le ratio entre diamètre total et diamètre bobine est un peu spécial. D'abord, quand on a une grande bobine, on va évacuer plus facilement les calories quand on fait fonctionner le haut-parleur longtemps à haut niveau. Donc la bobine ne va pas chauffer, donc la résistance série de la bobine va rester la même, donc on n'a pas de compression dynamique. Après, nous, on a un circuit magnétique qui est très particulier. Je vais en attraper un ici. Alors ça, c'est la petite version qui va venir un peu plus tard, comme ça vous avez une primeur. Ça, c'est pour une bobine de 50 mm, donc plus petit que ça. Et vous voyez que nous, on met les aimants autour de la bobine directement. C'est entre chaque aimant, il y a du cuivre pour les phénomènes d'inductance. Et grâce à ça, on peut avoir une bobine courte dans un entrefer long qui va garder un facteur de force parfaitement constant sur toute l'excursion. Et aussi, on aura une bobine qui, malgré son diamètre, va être extrêmement légère. Je chope encore un truc. Voilà, là il y a deux bobines. Ça, c'est une bobine conventionnelle pour faire des grandes excursions. Avec ça, on a plus ou moins 10 mm d'excursion. Qui est déjà une belle bobine. C'est déjà une belle bobine. Ça fait 36 ou 38 mm. Je vous la laisse dans la main. Ah, effectivement. Donc il y a du poids, c'est un peu lourd. C'est en aluminium à l'intérieur. Ok. Et on peut faire des meilleures performances avec ça. Ah oui, alors ça ne pèse rien. Franchement, ça doit peser. Il y a 12 grammes d'écart entre les deux. Et alors quand on a ça, on a une seule couche de bobinage. Oui. On a 56 tours pour être précis, donc on a une très faible inductance, donc il y a énormément de problèmes qui vont disparaître. Et c'est extrêmement léger. Alors que si on a des haut-parleurs conventionnels, on a 20 grammes de cuivre et on a énormément d'inductance, beaucoup de poids, beaucoup de problèmes au final. Et ici, c'est en aluminium à l'intérieur? Ça, c'est du titane à l'intérieur. Oui, donc c'est du titane, ouais. Nos bobines sur le VKI sont toutes en titane et on rajoute une couche de fibre de verre autour parce que le titane, c'est un matériau qui est très dur, un module de Young très élevé. Mais par contre, c'est très peu amorti. Alors si on fait que du titane, à la fin de la réponse, on a toujours un pic. Et pour amortir ça, on a plusieurs astuces, dont mettre une couche de fibre de verre autour. Et puis il y en a une autre que je peux vous donner là. On verra peut-être difficilement à la caméra, mais le support, il est coupé en biais. Oui, vous le voyez? Alors, on le voit. Je ne sais pas si Tony t'arrivera à voir à l'intérieur. Mais en fait, il y a un découpage ici en biais. Et alors, ça permet? Eh ben, ça permet d'amortir la bobine parce que sinon c'est coupé comme ça tout droit. Oui, tout droit, oui. Et là on a ce qu'on appelle des efforts de flambement, un peu comme si vous preniez votre règle en plastique mapette qu'on avait à l'école et on la fait fléchir comme ça.
et ça crée tas de problèmes, alors que quand on fait ça, on résout une partie des problèmes. Ah oui, donc c'est très recherché, rien que déjà sur la bobine, il y a beaucoup de travail. Ah oui, oui. Et ça, c'est breveté Alors des brevets, on en a, oui, mais pas pour ça. Pas pour ça, ok. Ah oui, donc si vous n'avez pas de brevet pour ça, ce que vous avez en brevet, ça doit être du costaud. Bah, par exemple, ce qu'on a en brevet, c'est une machine qui permet de charger les aimants pour saut radial, parce que tous les circuits magnétiques du monde fonctionnent avec des aimants qui sont à plat, oui, et les machines de charge chargent du nord vers le sud. Nous, les aimants, si je charge du nord vers le sud, ça ne marche pas, il faut que je charge radialement. Donc il faut une machine... c'est dans ce sens-là, voilà. C'est un anneau et... Voilà. Donc il faut charger les aimants dans ce sens-là. Donc il faut faire une machine qui fait que ça. Ouais. Et là, je vois que le cœur ici, c'est du cuivre. Alors c'est d'une bague en cuivre qui est mise au-dessus de l'acier. Ok, ça permet, je suppose, d'optimiser la température, la dissipation thermique. Alors ça permet de réduire l'inductance. Ok. L'inductance, c'est un phénomène qui est créé par la bobine. Quand la bobine elle est parcourue par un courant, elle va créer son propre champ magnétique qui va s'opposer au champ magnétique de l'aimant. Okay. Donc au lieu d'avoir le champ magnétique qu'on espère, il va être affaibli par celui qui est créé par la bobine. Et en mettant cette bague en cuivre, on va court-circuiter ce phénomène-là. Ok, d'accord. Voilà et on l'intérêt. a la petite mousse aussi pour, je suppose, les ondes arrière. Tout à fait, c'est le truc un peu perfectionniste. Ça, on a fait faire... Ah bah les collets, pas de chance. Ouais. Mais on a fait faire une mousse qui est coupée exprès pour aller dans le circuit magnétique. Ouais. Parce qu'au-dessus de ça, il y a la membrane. Et l'onde de la membrane va frapper ça et revenir. Ouais. Et même s'il y a un trou, c'est ventilé, et ben on a été chercher un peu le détail, quoi. Ouais, mais c'est vraiment une très très belle pièce. Alors, si je schématise un peu, on dirait le cœur d'Iron Man. Iron Man, ouais. C'est vraiment magnifique. Vraiment, il manquerait plus que le halo de lumière autour et il pourrait l'utiliser chez Marvel. On y pensera pour le prochain salon. Ouais, voilà. Ouais. Donc on a parlé du moteur, on a parlé de la bobine. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer, notamment au niveau des membranes? Ah oui, alors il y a plein de choses à montrer, je les attrape. Parce que je vois que les membranes, c'est pas du papier, c'est pas des matières qu'on a l'habitude de voir non plus. Non, alors les membranes, alors ça c'est la membrane du prochain VKI qui va arriver. Alors c'est ultra rigide. C'est du papier et à la base, il y a un hexagone qui est embossé. Ouais. Qui permet de rigidifier la membrane. Tout à fait. Et en fait, nos membranes, elles sont faites en deux parties. On a la membrane, on a ce qu'on appelle le dust cap qui vient au-dessus. C'est un cache-poussière, c'est ce qu'on voit au milieu ici. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pense la membrane dans son ensemble dès le début. Et on va utiliser ce dust cap pour rigidifier l'ensemble. Alors sur notre site, on appelle ça, il y a un profil qui est concave puis convexe. Oui. Et il y a une construction mécanique avec le dust cap qui fait la jonction des deux. Et ce dust cap, il doit être extrêmement rigide. Et pour ça, on a un matériau qui s'appelle le CGF. Je vais vous montrer, ça c'est de la fibre de carbone, vous pouvez essayer de la plier. Vous pouvez essayer de la plier. Ah oui, c'est de la fibre de carbone ordinaire et ça c'est notre matériau CGF. Et vous pouvez essayer de la plier. Ouais. Et là c'est beaucoup plus difficile. Alors là, non, je pense que si vraiment on force... Là on peut faire ça, sur celle que vous avez on peut pas. Non, là... Là c'est beaucoup plus dur, ça. Ah non, c'est vraiment rigide. Alors que on pourrait se dire c'est du carbone, donc c'est très déjà rigide, ouais. Mais en fait par rapport à ça, ça n'a rien. Et pourtant ça fait l'illusion. Hein. Il y a un facteur 10 entre les deux, sur la rigidité. Ouais. Donc là ça permet d'avoir aucune déformation de membrane, même à de très très haut niveau. Bah, à peu près sur un petit haut-parleur comme ça, jusqu'à 4000 Hz, on est tranquille. Oui. Ouais. Et après il y a encore 1000 choses à dire sur les spiders. Nick, tu veux me passer un spider s'il te plaît? Ou 3 ou je sais pas. Ah oui, les spiders, alors ils ont... le trou au milieu est assez énorme. Ah oui, alors ça c'est le spider pour ce haut-parleur-là. Et il a très peu de plis. C'est ça. Alors on a plusieurs technologies de spider. Il y a un sujet qui n'est pas discuté dans le monde de l'hi-fi encore, on essaye de le mettre sur la table. C'est que les paramètres small que vous avez sur un haut-parleur, ils ne sont vrais que quand votre haut-parleur ne marche pas. Bon, j'exagère un peu, quand il marche très très doucement. Ouais. Et dès que vous écoutez de la musique un peu plus fort, ces paramètres-là, ils vont bouger. Sauf que vous avez dessiné votre enceinte à partir de ces paramètres. Alors on a commencé par faire un spider qui permet de garder ces paramètres très constants, c'est celui-ci. Et il y a une petite limite à ça, c'est que quand on écoute très fort, il n'y a rien qui retient la membrane de bouger davantage. Donc on peut casser le produit. Alors on a fait un deuxième spider qui est celui-là, qui a une raideur qui est très constante sur à peu près 8 ou 10 mm. Et après ça, on rentre dans un mode de protection. Ok. Et on en a fait un troisième qui est un compromis entre les deux. Et alors nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on assemble les spiders par deux.
pour vraiment atteindre la courbe de raideur, ce qu'on appelle le KMSX, Oui. du haut-parleur, vraiment en fonction du besoin de chaque client, de chaque marque. Donc on peut faire absolument ce qu'on veut. Il y a un double spider du coup. Oui, il y en a deux. Là, le principal, enfin celui qui est en avant, c'est celui-là. Celui-ci qui permet de protéger. Celui-là, il garde la fréquence constante et celui qui est derrière, il va protéger. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc, ouais, ok. Alors là, pour la démo, on a peut-être plus ou moins 10 mm, quelque chose comme ça. Le haut-parleur, il est linéaire sur plus ou moins 15 et on peut aller jusqu'à plus ou moins 20 sans le casser. Mais plus ou moins 15, c'est là où on suggère de l'utiliser au maximum. Oui, ok. En termes de puissance crête, on peut monter jusqu'à combien? Alors de tête, je crois qu'on a fait des tests jusqu'à 250 watts selon une norme qui est AES. Oui. Et après, on peut aller au-delà. Mais pour se protéger un petit peu de certains usages excessifs, oui. on reste là-dessus. Même si je pense qu'il faut quand même y aller vraiment franchement pour... vu la conception, ça a l'air quand même très oui, avec 250 watts, il est à l'aise. Ça va. Ouais. La bobine, elle chauffe pas trop et ça se passe bien. Ouais. En termes de... Alors, est-ce que tu fais des Twitter, des médiums, des choses comme ça? On fait des larges bandes, on fait des Twitter, on fait des chambres de compression. Donc on peut se confectionner une enceinte complète? Complètement, oui. Complètement. Avec les haut-parleurs de la marque. On a même fait des kits pour les passionnés qui sont chez tous les haut-parleurs. Ok, d'accord. Et en termes de tarifs, est-ce que tu as une ordre d'idée de gamme? Est-ce que tu as plusieurs gammes de produits? Oui. Alors, on a fait des produits qui sont accessibles, notamment qui sont dans les kits qu'on distribue chez tous les haut-parleurs. Je ne vais pas dire de bêtises de tête, mais je pense que pour moins de 500 €, on peut se faire une jolie enceinte, avec tout, le filtre, les haut-parleurs, etc. Tu fais aussi les filtres? Alors lui, on fait les filtres et on les a fait sur PCB. Les passionnés, ils ont le plan de l'ébénisterie. Ah oui, donc tu maîtrises vraiment la chaîne de bout en bout. Le client final a juste à refaire une caisse avec le bon litrage et c'est une enceinte vraiment, il n'y a pas d'improvisation. Non, ou libre aux passionnés d'adapter ce qu'il veut. Mais toi, tu donnes tout à fait. Tu donnes déjà un guide pour dire, voilà, avec tel litrage, on obtient une enceinte ils ont tout. Ils ont la notice, c'est un Lego. Ouais. Et le filtre, il est déjà assemblé. Ils ont juste à brancher et ça marche. Ok, d'accord. Et puis après, on va sur des modèles qui sont beaucoup plus chers, comme ceux qu'on présente aujourd'hui, les VKI. Ouais. Là, si on en achète un seul, ça coûte, par paire, ça coûte 516 €. Ce qui est pour les technos embarqués... C'est raisonnable. Ouais, alors, je fais une parenthèse sur le prix parce que moi je suis très à l'aise avec ça. Voilà comment nous on fait les prix. On regarde combien ça nous coûte, combien l'entreprise a besoin de marge pour vivre, et c'est le prix. Il y en a d'autres, ils regardent le marché à combien certains vendent, ils se disent on pourrait peut-être en profiter et ils font leur prix. Voilà. Donc voilà pourquoi le prix de celui-là c'est 516 €, c'est le coût des composants plus ce dont a besoin l'entreprise pour vivre, égale prix de vente. Parce qu'il y a certaines marques qui effectivement ils vont pas avec le dos de la cuillère en termes de prix et là franchement ça me paraît vraiment tout à fait acceptable pour un produit comme ça. Il y a déjà un petit peu plus de 100 € d'aimant. Oui, déjà l'aimant, voilà. C'est spécifique. On n'achète pas ça comme ça. Non, et c'est des aimants en néodyme qui coûtent assez cher, qui ont une forme en forme de tuile comme ça. Donc c'est pas des aimants annulaires qui ont une forme de donuts comme on voit partout. Oui. Il y en a 8 par haut-parleur et c'est un coût quoi. Mais après c'est des haut-parleurs qui sont au-delà d'un haut-parleur conventionnel. On a sur notre site internet des PDF qui expliquent tout ça, ce qu'on a fait, la philosophie. On a comparé des haut-parleurs à ceux-là. Voilà, c'est différent. On vous mettra le lien en description vers le site. Et moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que tu as des haut-parleurs pour faire des questions graves? Oui. Parce que quand je vois ça, le débattement, tout ça, c'est quoi le plus gros haut-parleur que tu proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le plus gros qu'on a produit, c'est 46 cm. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, donc voilà. Et là où on est vraiment à l'aise, c'est jusqu'à 10 ou 12 pouces, ça veut dire 30 cm. Entre 25 et 30 cm, c'est les tailles maximum où on fait de la quantité. 46, c'est plutôt exceptionnel, c'est des studios qui ont des besoins très particuliers. Voilà. Et là, c'est plus pour le marché B2B. Oui. Et après, ça dans un caisson de base, c'est vraiment super. Déjà, oui. On peut faire. Nous, quand on développe nos produits, on les teste dans des concepts, c'est comme ça qu'on appelle ça. On développe un produit pour un usage particulier, et donc on va construire un concept qui représente cet usage, une enceinte de voix, un caisson de basse, etc. Et pour celui-là, notre concept proof, c'est un petit caisson clos, c'est un cube
qui doit faire 20 cm de côté de tête, avec un ampli de 500 watts dedans. Et on a un caisson de basse miniature qui fait déjà du grave. 500 watts, oui. Pour un salon de 30 mètres carrés, c'est déjà bien, quoi. Ok, super. Eh ben Clément, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ce temps pour faire cette interview. Et puis on te souhaite une bonne fin de salon, enfin c'est que le début. Oui, Et donc on est disponible jusqu'à dimanche ici. Nous on va repartir samedi, mais le salon est jusqu'à dimanche. Oui. Si vous voulez venir sur le stand, c'est jusqu'à samedi. Avec plaisir. Merci en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut Laurent. Salut Jonathan. Merci de nous accueillir sur le stand Atoll. Alors tu nous as dit que tu avais une nouveauté pour cette année 2024. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors cette année, on présente en avant-première ce que sera l'IN 400, le prochain IN 400, qui s'appellera IN 400 Evolution. C'est un produit qui normalement devrait sortir au mois de septembre et qui déjà, on le voit, change esthétiquement. On a choisi d'être plus classique sur le look. Et il reprend en fait la forme qu'on connaît déjà sur IN 200 et IN 300 signature. C'est une sorte de standardisation du design par rapport à... Oui, on nous l'a beaucoup demandé à l'international, aussi en France. C'est vrai que les gens ont quand même une préférence pour des produits plus standardisés au niveau du look. Voilà. L'autre était plus designé, mais il plaisait pas à tout le monde. Ok. L'idée c'était d'avoir quelque chose de plus standard. Si tu nous rappelles un petit peu l'histoire de l'IN 400 chez Atoll, c'est un produit qui existe depuis quand? C'est un produit qui a dû sortir en 2009, si je me rappelle bien. Ok. Et qui est passé par une version SE, mais qui n'avait pas évolué depuis. Donc c'était vraiment un produit à faire évoluer du point de vue technique, en tout cas. Même si musicalement, c'est un produit qu'on vend toujours très bien et qui plaît toujours autant. Mais il était quand même nécessaire d'apporter quelques modifications au produit. Ok, et en termes de modification, du coup, qu'est-ce qui a changé avec l'IN 400? Alors, au-delà du look, on l'a équipé de 2 entrées XLR. C'est quelque chose d'important aujourd'hui que d'avoir 2 entrées XLR. L'étage audio a été modifié pour le rendre insensible le plus possible aux variations secteur. Parce qu'aujourd'hui, on sait que sur une tension secteur, on peut passer sur une même journée de 220 volts à 250 volts parfois. Et la polarisation interne de l'ampli pouvait varier dans des proportions importantes et jouer sur la musicalité au final. Ok, donc là il y a une sorte de lissage au niveau de l'étage d'alimentation. Voilà, on a travaillé et on avait fait une mise à jour il y a quelques mois de notre AM 400 avec le même principe de fonctionnement. On a développé un système de générateur de courant qui alimente les étages de préamplification et de polarisation des étages de sortie. Ok, d'accord. Donc là, déjà, sur ce modèle-là, un grand soin a été apporté à la partie alimentation. Est-ce qu'il y a autre chose de nouveau avec cette version? Oui, on a amené quelques modifications au niveau de l'implantation. On a blindé nos condensateurs de liaison de façon à améliorer le rapport signal sur bruit. La mise à jour donc avec les générateurs de courant permet aussi de gagner en rapport signal sur bruit en distorsion. Donc on a abaissé la distorsion, augmenté le rapport signal sur bruit. On a aussi augmenté la puissance de sortie. Ok, donc ça c'est pas de combien à combien on gagne une quinzaine de watts par. Oui, quand même, c'est pas négligeable. Sous 8 ohms. Non, c'est pas négligeable, mais c'était pas une fin en soi. Oui, c'est une conséquence des modifications. C'est une conséquence de la modification. Okay. On a aussi un nouveau transfo d'alimentation qui est encore plus performant. J'en vois un petit bout là, c'est une belle pièce. Hein. Absolument. On voit qu'il prend, on va dire, une bonne moitié de l'amplificateur. Hein. Oui. Ah oui, il est colossal, hein. Il fait à peu près 10 kg.
Et je suppose que les condensateurs de filtrage, ils sont derrière. Ils sont au fond. Ouais. C'est une spécificité aussi chez Atoll, c'est d'avoir une capacité en filtrage très importante. On a une grosse réserve effectivement en filtrage, et on est sur des condensateurs qu'on a fait fabriquer sur mesure pour nos produits. Ils sont brandés Atoll. Absolument. Et tu as une idée de combien tu as en termes de capacité de filtrage dans cet amplificateur? Parce que je me rappelle, j'avais été traumatisé l'année dernière avec le préampli phono, que tu m'as annoncé des valeurs qui étaient complètement énormes par rapport même à un ampli classique. Oui. Et donc là, je m'attends au pire, dans le bon sens du terme. Alors le total capacitif, je ne me rappelle plus. C'est colossal, hein, bien évidemment. Mais là, tout de suite, il faudrait que je regarde la fiche technique parce qu'il y a les condensateurs de tête de filtre, mais après, il y a des régulations et on en retrouve après partout. Alors, est-ce que tu as une connectivité aussi réseau ou un DAC intégré à ce produit? Alors oui, c'était une des parties importantes aussi du remplacement de l'IN400 pour l'IN400 Evo, c'est qu'on n'avait pas de carte numérique d'entrée numérique possible. Donc là, optionnellement, on peut l'équiper d'une carte NUM et d'une carte phono aussi, les deux. Les deux en même temps? L'un, l'autre ou les deux. Ok, d'accord. Donc tu as des racks derrière qui te permettent de mettre les cartes. Voilà. En fait, la carte numérique est reliée avec une nappe. Si elle est mise en place, le microcontrôleur la détecte et à ce moment-là, on a accès aux entrées numériques qu'on voit là. Ok, c'est quelque chose qui pourrait être fait par l'utilisateur ou ça doit passer par une station de service? Non, c'est pas compliqué. Ça suppose quand même d'être un petit peu méticuleux. Oui, parce que du coup, il faut ouvrir le capot. Il faut enlever le capot. Il y a une nappe à mettre. Le plus compliqué, c'est de mettre la nappe. C'est pas non plus très compliqué, mais bien sûr, faut pas oublier de débrancher du secteur. Oui. Quand vous ouvrez, de toute façon, dès qu'on ouvre un appareil de ce type-là, il faut penser à l'éteindre avant, parce que y a quand même des tensions assez élevées qui peuvent passer dedans. Et si on met ses petits doigts boudinés sur l'alimentation, ça risque de te faire un petit peu mal. Avec, justement, on en parlait tout à l'heure, avec la capacité de filtrage qu'on a, ça chatouille un petit peu. Voilà, il y a des watts qui passent dans le doigt. Donc faut bien faire attention à ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie, donc sur le DAC intégré? Qu'est-ce qu'on a comme connectique avec cette fameuse carte? Oui, bien sûr. Alors, on a, si on prend la plus grosse carte chez nous. Tu as plusieurs niveaux de gamme au niveau des on a deux niveaux. Okay. On a la DA100 et la DA200. Ok. Bon, sur un produit comme ça, on peut imaginer plutôt de mettre la DA200. Donc là, on va avoir deux entrées coax, deux entrées optiques, une entrée USB en USB asynchrone et une entrée Bluetooth, donc propriétaire avec une conversion maison. Ah, ok. Et tu peux nous en dire plus sur cette conversion ou c'est des secrets Alors, je peux en dire plus dans le sens où on a quand même choisi une puce de qualité. Là, on est sur un convertisseur AKM. Voilà, quelle que soit en fait l'entrée qu'on va utiliser, on va passer par ce convertisseur-là, y compris en Bluetooth. Ok. Et c'est là où ça fait vraiment une différence par rapport à un Bluetooth basique. Oui, d'accord. Et puis pour la partie carte pour le préampli phono, je suppose c'est compatible avec les cellules MM et MC. Alors on a deux formules. On a la petite carte qui s'appelle la P50 qui elle est dédiée aux cellules MM. Là-dessus, on pensera plutôt à mettre une carte P100, donc qui est notre carte entièrement à transistor. C'est une petite carte très bien conçue, tout en pure classe A, et qui peut être paramétrée, donc soit MM, soit MC. Donc avec deux possibilités sur les MC haut niveau et MC bas niveau. Ok, et donc là le soin apporté à cette carte, on est vraiment sur un produit, enfin ça remplace un préamplificateur externe. Ça va pas aussi loin qu'un PH100 ou qu'un PH200, mais dans le cadre d'une petite platine vinyle, quelqu'un qui n'aurait pas une grosse collection de vinyles, ça a du sens, vraiment. Okay. Petite information aussi importante, et c'est une des mises à jour de l'IN400, on a implémenté un nouveau transfo dedans qui vient soulager le transfo qui est dédié à l'audio.
et qui permet aussi de passer sur une veille très faible consommation. Alors oui, ça c'est vrai que j'ai déjà vu des gens dire que effectivement les amplis avaient tendance à consommer un petit peu en veille. Alors nous on n'a pas réellement de veille, en fait on a une fonction de mise au préchauffage. Ouais. Voilà, préchauffage où en fait les étages sont alimentés normalement et l'appareil est prêt à être réveillé entre guillemets et à fonctionner tout de suite. Ok. On conserve cette partie-là? Alors on a deux modes. Ouais. On a le mode veille profonde et on a un mode préchauffage en fait. Comme on avait avant. Donc on a deux. Alors ça c'est assez intéressant parce que du coup si l'utilisateur l'utilise quotidiennement, il n'est pas obligé de l'éteindre vraiment électriquement. Ça évite d'avoir à l'éteindre à l'arrière. Oui. Quand il est dans un meuble. Et de laisser là, la consommation en veille profonde est tellement faible qu'on peut le laisser. Oui, il n'y a pas besoin d'aller. C'est comme si pratiquement il était éteint. Ouais, ok, d'accord. Est-ce que tu as une idée du tarif? Alors c'est un produit qui ne va pas sortir tout de suite, du coup tu nous as dit en septembre. Septembre, on a déjà regardé, normalement, si tout se passe bien, on sera à 5 400 €, sauf petits ajustements de dernière minute. Voilà, mais c'est à peu près l'ordre de prix. C'est l'ordre de prix, et puis l'idée c'est vraiment de le placer comme on fait d'habitude sur les produits le plus juste possible, de façon à ce que on ne soit pas non plus sur des strates tarifaires trop élevées. Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des nouveautés de prévues pour accompagner cet amplificateur? Je ne sais pas, un nouveau lecteur CD, un lecteur réseau? Forcément, la question va se poser. Ça va en découler, pas tout de suite je suppose, parce pas que tout de suite. Déjà... Là, il faut imaginer, c'est déjà ça, globalement 2 ans de travail pour une mise à jour comme ça d'un produit. Ok, d'accord. Eh ben, on a hâte de tester cette superbe machine. En tout cas, je te remercie Laurent pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, je te souhaite bon courage pour le reste du salon. Et puis on se reverra sûrement au Paris Audio Vidéo Show en octobre. Avec plaisir. À plus. À plus. Bonjour Thierry. Bonjour Jonathan. Merci de nous accueillir sur le stand d'Atom. Vous êtes les bienvenus. Alors, on nous a dit qu'il y avait des nouveaux produits, mais on va y revenir un peu plus tard. Avant tout, j'aimerais que tu nous dérives un petit peu ce que c'est Atom. Quelle est la genèse de l'entreprise? La genèse de l'entreprise. Alors, à la base de l'entreprise, effectivement, j'ai créé l'entreprise il y a maintenant quelques années, puisque ça remonte à fin 2020. Welcome Technology. En fait, il faut savoir qu'Atom, c'est une marque, c'est pas véritablement une entreprise, c'est notre marque. Voilà. Et à la base, il y a quelqu'un de passionné. J'ai toujours été passionné de ça. Construit mes premières enceintes en kit et bidouillé après des haut-parleurs à partir de 13-14 ans, un petit peu comme certains dans la profession. Avant de me lancer dans ma propre aventure, j'ai été également directeur technique chez Triangle pendant environ 5 ans. Donc ça m'a permis d'apprendre... On va dire les bases, c'est pas la pire des écoles, on va dire. Voilà, c'est ça, exactement. Ensuite, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. J'ai fait également 2 ans, pratiquement 2 ans de vie en Asie, où j'étais un petit peu entre deux, c'est-à-dire, on va dire, un peu en freelance. Et c'est là que j'ai commencé, j'ai créé l'entreprise. Okay. Et ça m'a permis également de faire connaissance avec tout un tas de fournisseurs sur place, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font malgré tout en Asie sur ce type de fabrication. Dès qu'on parle de composants électroniques, en général, il y a quand même de grandes chances que ça vienne d'Asie. Voilà. Quelle est la philosophie d'Atom? Pourquoi ça a été créé? Tu avais un but précis derrière ça? Alors, une passion du haut-parleur et l'envie d'avoir des systèmes de reproduction ou de performance à des prix qui restent, on va dire, acceptable. Oui. Voilà, donc quelque chose à forte valeur ajoutée au niveau engineering et au niveau technique, mais qui reste dans des abordables. Ça reste malgré tout des produits relativement élitistes par rapport au prix moyen d'un système low cost tel qu'on peut le voir dans certaines distributions. Là, on parle quand même de belles enceintes. Quand je vois les finitions de la gamme GT par exemple, c'est du travail. Voilà, c'est ça. Donc tout en restant sur quelque chose on va dire d'accessible. Voilà. Et l'envie également d'approfondir certaines techniques et certaines technologies au niveau engineering et d'aller de plus en plus loin dans le gain en performance, même si à un moment donné, on reste sur un haut-parleur électrodynamique
et que donc fatalement, il y a toujours, on peut repousser les limites, mais il y aura toujours une limite. Hein, donc on joue avec les compromis, on joue avec certains aspects engineering et de conception, et petit à petit, on arrive à avoir des choses de plus en plus performantes. Les matériaux, il y a des choses qui évoluent. Les systèmes de mesure également ont pas mal évolué. Les systèmes de simulation par exemple la méthode des éléments finis. Donc la mesure de non-linéarité, pour être un tout petit peu technique, on va dire c'est les 4-5 principales ou les 6 principales sources de distorsion sur un haut-parleur. Ça peut être la compliance de la suspension du speeder, ça va être la variation du facteur de force avec la bobine mobile, ça va être la variation d'inductance qui est liée aussi d'une certaine manière, également il y a quand même un lien avec le facteur de force, ça va être une variation qui va être également thermique, un haut-parleur, une bobine, il y a du courant qui la traverse, automatiquement on chauffe. Alors quand on a une grosse bobine, qu'on la refroidisse bien, ça se passe pas trop mal. Sur certains haut-parleurs comme des tweeters, ça se passe bien aussi, mais enfin les bobines étant plus petites, plus fines, ça peut chauffer plus rapidement, il faut faire attention. Voilà. C'est typiquement d'ailleurs la première cause de mortalité des tweeters. Ah oui, thermique, je confirme. C'est un ampli pas assez puissant par exemple qui va... aller à l'écrêtage, voilà. C'est totalement ça. Voilà. Dans 90% des cas, la casse est due à ça. C'est pas un amplificateur trop puissant, en général c'est plutôt l'inverse, c'est un amplificateur pas assez puissant, qu'on pousse au-delà de ses capacités, qui va faire ce qu'on appelle de l'écrêtage. Et donc, en faisant de l'écrêtage, il va générer un maximum d'harmoniques impaires, H3, H5, etc. Et en fait, par ce fait, augmenter énormément la puissance sur des fréquences où là, ça devient vraiment nocif. Et ça fait presque un courant continu qui... Voilà, ça, on finit par, effectivement, je confirme, on peut très vite calmer un haut-parleur. On va passer du coup au GT, la gamme GT qui est du coup la première gamme de Atom. Oui. Tu vas nous expliquer un petit peu, donc on va passer là-bas, on va faire un petit plan de coupe et tu vas nous expliquer un petit peu quelles sont les innovations que tu as qu'on avait fait à l'époque. Allez, on y va. Donc nous voici devant la gamme GT. Voilà, donc GT1, GT2, GT3, et ce qui va nous amener à rappeler un petit peu la base de ces enceintes, parce que en ce qui me concerne, la chose la plus fondamentale sur une enceinte acoustique, c'est ses haut-parleurs. Effectivement. Voilà. À partir du moment où un haut-parleur fait de la distorsion, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau filtrage, au niveau litrage, au niveau... Il n'y a pas de performance possible. Donc le fondamental reste le haut-parleur. Le filtrage, après, prend une importance assez fondamentale. Et après, l'ébénisterie, bien sûr, dans le comportement du grave, notamment, va prendre également son importance. Mais je dirais, ça se maîtrise relativement facilement. Le comportement d'un haut-parleur, c'est beaucoup plus compliqué. On en revient un petit peu à la notion de nos haut-parleurs et pourquoi les GT. Donc effectivement, on est parti en fait... donc là, ces générations de haut-parleurs LD150, LD180, SD28, ND04RD ont déjà quelques années, mais c'était le fruit vraiment à l'époque d'une réflexion très importante en termes de performance et d'optimiser à fond en fait tout ce qui était à l'époque déjà les non-linéarités que j'ai cité un petit peu précédemment. Combiné à une optimisation, en fait, on va dire, du niveau de sensibilité, ce que d'aucuns appellent le rendement, pour linéariser un petit peu les comportements thermiques de chaque type de haut-parleur. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, en fait, au niveau du tweeter, sur un rendement, à la base, le tweeter, qui est pourtant un dôme soie, donc... tissu qu'on voit pas derrière, qu'on distingue derrière la grille, mais on est sur un 28 mm, on a 98 dB de rendement. Alors on n'utilise pas 98 dB en rayonnement direct sans pavillon, on n'utilise pas ces 98 dB, on est forcément obligé de les atténuer d'environ, suivant les modèles, mais à minima de 6 dB. Mais la capacité même du haut-parleur, du tweeter, c'est 98 décibels. Ben voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, on l'alimente avec 4 fois moins de puissance. Donc, j'ai envie de dire de manière très triviale, il chauffe 4 fois moins. Et ça tombe bien parce que celui on va dire, qui peut être en dessous, chauffe un peu moins, d'une certaine manière. On est sur une bobine plus grosse, plus large, surtout plus longue et mieux refroidie par les pièces polaires. Et donc, en fait, on uniformise les capacités dynamiques. Donc ça, aujourd'hui, effectivement, on voit des choses qui sont un petit peu plus en rendement, mais 98 dB de sensibilité en rayonnement direct, ça reste un chiffre... Oui. Surtout qu'aujourd'hui, les constructeurs ont tendance à plutôt baisser en termes d'efficacité leurs enceintes
pour gagner, notamment sur les registres de graves. Mais du coup, ça demande des amplis qui sont beaucoup plus puissants. Il faut plus de puissance pour les faire tourner. Voilà, il y a un petit peu... Les enceintes haute efficacité, aujourd'hui, c'est un peu, je ne vais pas dire une espèce en voie de disparition, mais c'est plus aussi courant que ce qu'il y avait, par exemple, dans les années 90. Voilà. Oui. Alors là, on cherche à... Donc, j'ai parlé de cet aspect de rendement. Évidemment, le Twitter, donc c'est un moteur néodyme très puissant. On sature l'entrefer, on monte quasiment à 18 000 Gauss dans l'entrefer. On a très peu de modulation de flux et en plus on est bagué, donc on a une absence de distorsion liée au courant ou à la variation de courant, donc à la variation de flux. Donc on a un excellent comportement là-dessus. Effectivement, l'idée aussi en bas, sur le médium, alors là on est un peu sur GT3, mais on pourrait également sur GT2. L'idée était de pouvoir le relayer à 15 cm, qui lui est également d'une certaine manière un très bon niveau de sensibilité. Une large plage d'excursion disponible, sachant que c'est pas non plus un haut-parleur de subwoofer, hein, ça reste. Oui, c'est pas du largement. C'est pas un haut-parleur fait pour faire un caisson de grave. Et limiter également tout ce qui est en fait linéarisé, ce qu'on appelle l'inductance, c'est-à-dire quelle que soit la position de la bobine, l'inductance reste la valeur reste stable. Et limiter également ce qui peut être, on va dire, non-linéarité du moteur, c'est-à-dire directement des distorsions par harmonique, et d'avoir un niveau de sensibilité qui soit suffisamment élevé pour ce type de cas. Donc ça reste un excellent compromis finalement entre niveau de sensibilité et l'extension, puisque là on parle d'une 2 voies, d'une 2 voies et demie, l'extension qu'on a dans le registre grave, extrême grave. 2 voies et demie, ça veut dire que tu as ici c'est deux médiums, 2 woofers. Alors ils sont identiques. Ils sont identiques et c'est le filtrage qui diffère. Il y en a un qui est filtré différemment. C'est-à-dire celui du haut, ici, va monter jusqu'à à peu près 3,5 kg. C'est une donnée pour fixer les idées, pour venir rencontrer la réponse du Twitter. Alors que celui-ci va être gentiment coupé en pente 6 dB à partir de 250. Bon, il est temps maintenant de parler de cette nouvelle série, donc c'est la gamme Sirocco. Voilà, alors Sirocco, faut savoir, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais on avait créé il y a en 2007-2006, même en 2002, il y a eu un premier kit qui s'appelait Sirocco, tout court, hein, Sirocco, kit Sirocco, puisque c'était des noms de vent qui étaient choisis. Oui, et donc là c'était un kit pour les personnes pour faire leur voilà, ils achetaient le Twitter, le boomer, on livrait le filtre, etc. C'était le toute première du nom était uniquement un kit. Et après, il y a eu quelques années plus tard une série baptisée Sirocco, avec Sirocco 1, Sirocco 2, Sirocco 3. Voilà, ça remonte à 2006, 2007, si je ne dois pas trop dire de bêtises. Et donc là, c'est le comeback de cette série. C'est le comeback de cette série. Alors pourquoi cette série ? En fait, elle s'inscrit dans une volonté on va dire, de s'inspirer toujours de cette recherche finalement de maximisation de performance, non-linéarité, sensibilité, pas de compression thermique, enfin compression thermique maîtrisée, très beau haut-parleur, mais là, on va dire de rendre la chose un petit peu plus attractive et de l'inscrire dans un budget encore plus accessible. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on était sur des produits au budget, je ne sais plus si tu as donné les tarifs. Ah ben on est à GT1, c'est 2007 la paire. Là, on est à la GT2, on est à 4 980, on va dire 5 000 € la paire. Et la GT3, on est aujourd'hui à 8 990, donc 9 000 € la paire. Ça reste des produits haut de gamme et assez chers. Au travers de Sirocco, l'idée, c'est de dire à un moment donné qu'est-ce qu'on peut mettre dans les haut-parleurs et comment on peut finalement, ce qui était fait à l'époque sur les premières du nom ou sur les deuxièmes du nom, comment on peut reprendre cette équation et apporter tout ce qu'on sait faire aujourd'hui pour pouvoir la mettre au goût du jour et sortir une nouvelle gamme de produits qui soit dans cet esprit on va dire de performance et de prix qui reste relativement convenu. Tu es venu avec des haut-parleurs, du coup, voilà, pour nous montrer voilà, quels sont les haut-parleurs. Alors là, c'est vraiment, je suis reparti de la feuille blanche. D'une certaine manière, avec certains prérequis qu'on avait à l'époque sur cette gamme Sirocco, en l'occurrence membrane papier, utilisation sur une bande relativement large, on va dire du grave médium, entre guillemets,
et d'un petit tweeter qui était équipé à l'époque déjà du dôme de 20 mm en textile. Voilà. Et au gré de nos compétences, de notre expérience, de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, et d'investissement de nombreux outillages, donc on a réédité les choses, mais de manière un petit peu plus performante. Ok, donc là tu as toujours le dôme soie, et je vois qu'il y a une ogive sur le dessus. Alors là, en fait, à l'époque, on avait, on va dire, quasiment un profil plat. Donc là, on a un guide d'onde qui est en aluminium. On a un guide d'onde, voilà, en aluminium injecté. Je ne sais pas si je peux montrer. Alors avec un profil légèrement curviligne, mais en fait on va dire on a une première partie qui est assez franchement conique, avec un profil qui lui après est curviligne, mais on n'est pas trop loin non plus d'un cône, donc on a un bicône d'une certaine manière. Pourquoi ce profil-là? Pour on va dire trois raisons. La première chose, c'est que l'idée principale, la toute première, si je prends mes haut-parleurs et que je les place ici, on a entre la bobine du tweeter et, on va dire, l'origine temporelle du haut-parleur, on a un démarrage parfaitement synchro. C'est-à-dire on a notre calage temporel d'origine sans avoir à y faire un quelconque retard, qu'il soit en filtrage passif ou en filtrage numérique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pourquoi ce profil très évasé? Malgré tout, en recentrant un petit peu, avec ce profil-là, on arrive à avoir, on va dire, sous une directivité constante, on arrive à augmenter un petit peu la sensibilité du tweeter et surtout à obtenir quelque chose qui, hors axe, se comporte, on garde la même linéarité. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, pour que ça fonctionne, je dis bien pour que ça fonctionne, puisque là on a à peu près, on va dire, 25 mm de profondeur. Pour que ça fonctionne, vous avez le dôme qui est à l'intérieur et en fait, il faut à un moment donné égaliser la réponse du dôme, d'où la présence sur l'avant de cette petite ogive qui permet en fait de linéariser la réponse. Sinon, on se retrouve avec une partie de l'onde émise par la suspension du dôme et une partie de ce qui est émis au-dessus du dôme qui peut être à partir de certaines fréquences qui vont être hors phase. Donc qui vont s'annuler. Donc là, ça permet de canaliser l'ensemble et en fait d'avoir une meilleure sommation totale du front d'onde complet qui est émis. Voilà, d'où la présence de cette petite pièce d'égalisation. Voilà. Il est doté d'un moteur néodyme double pastille. Alors, on ne le verra pas, il n'est pas ouvert, mais malgré tout du 45 voire 48H. Donc on arrive à... C'est pas gros, hein, on arrive à... D'habitude, c'est beaucoup plus opulent. Voilà, c'est ça. Mais on est sur une bobine de 20 mm, on est sur un entrefer de 2. On a à peu près 15 000 Gauss dans l'entrefer. Donc on a un excellent rendement. On arrive à 96,5, 97 dB suivant le... Donc toujours la même philosophie qu'avec les voilà, c'est-à-dire de pouvoir atténuer le tweeter pour le raccorder, parce que le boomer medium, tout fraîchement conçu également, je vais y revenir, lui a sa sensibilité nominale à 90 à peu près. Une fois filtré, on va dire, il va, 90, 80, même 11, mais une fois filtré, il va y en rester bon an, mal an 88, parce que de toute façon, on a toujours une linéarisation, on va dire, par le bas. Et on va venir raccorder la sensibilité du tweeter, le niveau du tweeter par rapport à celui-ci, ce qui fait qu'on va récupérer notre marge thermique, dynamique sur le tweeter. Et l'idée là également, c'est d'avoir, en ce qui concerne la première génération de Sirocco, on avait déjà des pentes douces et déjà un raccord à... En fait, à l'époque, on avait, dans notre filtre, on intégrait une cellule qui permettait de recaler, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs encore sur les GT, temporellement le tweeter. Là, comme on a l'origine directement inscrite dans la géométrie, pas besoin de compenser, c'est génial, ça se fait tout seul. Et ce qui est bien, c'est que c'est sur, ça reste au niveau du plan de façade, c'est souvent sur les enceintes où il y a un alignement temporel mécanique, souvent le... Ah bah oui, parce que du coup, les baffles sont décalés, et effectivement, et ça peut conduire à des accidents de réponse. Alors que là, le tweeter, vu qu'il est très en retrait, du coup, on se retrouve... c'est... Voilà, donc là, on a à peu près, je vous dis, 23 mm de... Voilà, c'est prévu dans ce sens-là. Et donc, avec entre l'ogive, effectivement, et la forme du pavillon, on a une réponse qui se maintient. En fait, quand on regarde hors axe, on perd en niveau,
mais l'enveloppe de la réponse reste assez identique. Ok. Hein, alors que sur certains profils, on peut se retrouver non seulement plus bas, mais je dirais voire éventuellement montant dans l'axe, et hors axe, d'un seul coup, au-delà de 8 kg, je dis n'importe quoi, ou au-delà de 5 kg, tchouf, ça chute complètement. Ce qui fait qu'en fait, l'énergie rayonnée est variable. Oui. Et donc c'est là où on peut, si lui en dessous il fait pas la même chose, c'est là où on peut se retrouver détimbré. Donc là l'idée c'est en fait d'avoir dans l'axe une réponse qui est d'une certaine homogénéité, et quand on regarde hors axe, d'avoir quelque chose qui garde, on va dire, cette enveloppe de réponse, mais où on baisse juste en niveau. Alors ça c'est l'objectif. À un moment donné, la physique fait ce qu'elle est, et qu'à un moment donné il y a forcément des déviations, mais on tend vers ce modèle d'optimisation. Tout du moins là c'est l'idée. D'où la présence également, mais j'y reviendrai plus tard, carrément sur l'enceinte d'une forme de très léger artifice en caoutchouc qu'on voit autour, mais qui interagit même entre 3 et 5 kg sur la réponse, et on voit sa présence. Alors pour en revenir au haut-parleur, on retrouve, je vais quand même parler de ce qui était fait à l'origine, puisqu'on avait une membrane papier, donc on est resté sur une membrane papier. Par contre, on a pu réintégrer un certain nombre d'optimisations, dont un traitement maison à l'arrière qui permet vraiment de maintenir la linéarité de la réponse, dont une suspension toute neuve avec des diamètres optimisés de découpe de membrane, de collage, de quantité de colle au dixième de gramme, j'insiste, pour avoir des réponses qui soient non seulement stables d'une pièce à une autre, mais également qui soient conformes à la réponse qu'on souhaite donner au haut-parleur, c'est-à-dire linéaire. Voilà. Et une nouvelle géométrie on va dire de moteur. Alors, on utilise là une ferrite de 84, ce qui n'est pas très... Mais on arrive en fait, grâce à un nouveau système de bagues, qui est non plus sur le noyau, mais sur les plaques de champ, on arrive à concentrer en fait une belle quantité de flux, sans avoir l'inconvénient d'une bague centrale, tout en ayant l'avantage d'une baisse de distorsion par justement deux bagues cuivre qui sont de part et d'autre de la plaque de champ et qui participent également à l'évacuation thermique. Voilà, alors pour donner une petite idée sur ce haut-parleur par rapport au LD130 CR04 qui avait été fait à l'origine, ce haut-parleur a gagné un peu plus de 2 dB, entre 2,5 et quasiment 3 dB en termes de sensibilité. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on est quasiment à 91 nature, alors que l'autre, je parle de réponse sur baffle plan, alors que l'autre on était facile 3 dB en dessous. Mais non seulement ça, il a gagné également 2 dB, ce qui est énorme en thermique. C'est-à-dire que là où on tenait 60 watts continu thermique ou 70 watts, on en rajoute 2 dB thermique, ce qui fait qu'il tient un vrai 100 watts continu thermique. Au niveau thermique, ça tient très bien. Au niveau mécanique, évidemment, ça a l'avantage. On a toujours notre suspension qu'on avait baptisée à l'époque LDS, donc avec des transitions très douces au niveau de sa géométrie. Oui, on voit qu'il n'y a pas de flanc brut. C'est assez doux. Tout est arrondi. Voilà, et ce qui évitait, en fait, à un moment donné, arrivé à certaines fréquences, il y a un mode de... On a un fractionnement qui devient assez violent et qui est localisé dans une bande de fréquence. Donc là, on arrive à adoucir le chose. Et il y a eu un énorme, mais vous ne le verrez pas là, travail sur le speeder. Et là, le travail a consisté en fait à avoir, je vais poser le haut-parleur, en fait une zone de fonctionnement où le speeder est finalement assez linéaire. Donc on va dire F égale KX pour un ressort, excusez-moi d'être un tout petit peu mathématique, mais en fait, c'est un ressort on mettait l'effort, on a telle déformation, couplé en fait à un fonctionnement où quand on sort des capacités nominales ou quand on commence à s'approcher des capacités nominales, où là, au contraire, on va commencer à vouloir maîtriser le haut-parleur, et maîtriser les excursions, et où là, on va venir renforcer la raideur, donc F égale plus KX, mais devient plus compliqué que ça. Et en fait, c'est un petit peu le travail qu'on fait, on le fait également en électronique, que ce soit sur nos modules de sub ou sur l'amplification, où on maîtrise électroniquement les capacités en excursion, et on évite d'aller plus loin. Là, on le fait d'une certaine manière, mécaniquement. On fait en sorte que le haut-parleur puisse tenir et rester dans sa plage de fonctionnement, quel que soit le signal appliqué, même s'il est d'amplitude un peu plus élevée, ce
qui fait en fait une meilleure tenue. Et donc ces deux haut-parleurs ici sont insérés dans deux modèles. Voilà, oui. Donc on a une version bibliothèque Voilà. et une version colonne. Voilà. La différence qu'on va avoir entre les deux, c'est l'ajout d'un haut-parleur oui, c'est-à-dire que là, on fonctionne, c'est une 2 voies pure et dure, comme tout le monde la connaît. Là, c'est ce qu'on appelle la 2 voies et demie, je crois qu'on a évoqué tout à l'heure. La même chose que pour la... Voilà, c'est-à-dire un haut-parleur qui, en fait, les deux haut-parleurs fonctionnent en parallèle dans le grave, et progressivement, il n'y a plus que celui du haut qui va aller se coupler gentiment et tout doucement avec le tweeter. Ouais. Voilà. C'est une enceinte, ce sont des enceintes basse réflexe? Oui, basse réflexe avec évent dans la partie centrale de l'ébénisterie. Donc on voit ici, il y a un interstice, voilà, oui. Donc l'évent est au centre. Enfin, alors, à peu près. Donc il y a un rayonnement 360 parce que du coup, ça a l'air d'être ouvert sur les côtés. Voilà, c'est ça. Il y a rayonnement sur 360. En fait, c'est une sorte de pied et du coup, on a le rayonnement qui se fait par là. Voilà. Et pareil sur la colonne où on a un rayonnement sur 360 degrés. Alors d'ailleurs le petit piétement, alors sans être le petit piétement constitue également, on arrive à limiter un petit peu le bruit. Ça constitue un petit filtre acoustique entre guillemets. Parce que les poumons d'air, c'est voilà. Mais bon, ça reste l'écoulement d'air dans un basse réflexe reste un problème dès qu'on excède une certaine vitesse. Mais là, en fait, l'avantage de cette disposition-là également, c'est qu'en fait, on peut dimensionner justement le tube de manière assez grosse, puisque automatiquement, quand on veut une fréquence d'accord, qui dit tube assez gros dit forcément rajouter de la longueur. Et donc la disposition verticale nous permet d'avoir un tube assez long, alors qu'une disposition à l'horizontale, de par la profondeur du produit, ne permettrait pas la même longueur. Donc ça nous permet quand même de grossir un petit peu la section du tube, d'allonger sa longueur et donc de réduire la vitesse. Et donc automatiquement de réduire le bruit émis par les vents pour un niveau sonore donné. À un moment donné, tout se recroise. Mais pour un niveau sonore donné, on va réduire la vitesse de l'air dans les vents. Ok. En termes de finition, tu proposes du coup quel type de finition? 3 finitions. Pour l'instant, 3 finitions sont envisagées. Donc le chêne clair que vous voyez ici. Là, c'est un noyer légèrement teinté Wenge qui est ici. Et la finition blanche que vous avez vue sur noir satin sur l'autre stand. En termes de tarifs? Alors là, il est prévu de sortir, donc on parle de disponibilité, donc nous on a pour objectif de pouvoir proposer ça à la rentrée de cette année, et pour objectif de proposer la Sirocco 1 à 1 500 € la paire, et 2005 la paire pour ce qui concerne Sirocco 2. Vraiment, on a hâte de tester. Eh ben, on vous en confiera une paire dès qu'on aura assez de prototypes, enfin d'échantillons fabriqués, on pourra vous prêter une paire avec grand plaisir. C'est plaisir partagé. Pour que vous puissiez les évaluer dans vos conditions. Oui. Si j'ai une petite chose, c'est que dans l'historique de la marque, les GT1 ont toujours surpris, bluffé les gens lors des salons, dans les magasins, par leur capacité, on va dire, finalement, c'est une petite enceinte, mais à délivrer un grand son, entre guillemets. Toute proportion gardée. D'une certaine manière, enfin, ça fait partie du cahier des charges, il fallait qu'on retrouve tout ou partie, entre guillemets, de cet aspect-là sur la Sirocco 1. Donc pour les amoureux, en fait, on va dire d'une belle scène sonore bien large, bien profonde, avec cette sensation où finalement la taille du produit n'est pas en corrélation avec on va dire l'image sonore ou la scène qu'on peut avoir, je pense ne seront pas déçus. Je te remercie beaucoup, c'était long mais vraiment très instructif. Merci beaucoup. J'espère ne pas de nous avoir accordé tout ce temps. On a bloqué ton stand pendant au moins 1 heure. Non mais c'est pas grave, c'est fait. Non mais vraiment merci à vous. Désolé d'avoir pris tout ce temps, j'ai peut-être pas été complet ou j'ai peut-être pas été judicieux. C'est pas grave, on aura l'occasion de se revoir au Paris Audio Vidéo Show. Mais c'était fait de toute façon avec passion. Voilà. On l'a senti. Voilà, et merci pour cette interview et merci pour toutes vos questions et vos avis. Voilà. Au plaisir. Merci, au plaisir. À très vite. Cette première partie est maintenant terminée. On espère que ça vous a plu et on se retrouve demain pour l'épisode 2. Salut!